Bonsoir. Le processus d'assainissement du fichier solde de l'État prend-il sa vitesse de croisière? L'on est tenté d'y répondre par l'affirmative, car cette semaine, le quotidien Mutation révèle que 14 000 fonctionnaires sont menacés de radiation. Le tabloïd précise par ailleurs que ces agents de l'État absentéistes doivent clarifier leur situation auprès de la direction des ressources humaines de leurs administrations respectives. Cette révélation qui intervient au plus fort des récriminations contre les résultats à minima du CJPES 1 et 2, système informatique de gestion intégré du personnel de l'État et de la solde, et de l'application nationale du traitement informatisé et logistique du personnel de l'État, Antilope, fera l'objet de commentaires dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. Tout comme les conclusions du 5e sommet Union européenne-Union africaine tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'on parlera également du budget en cours d'examen à la faveur de la session budgétaire du mois de novembre de l'État du Cameroun et le cohue observé mercredi dernier lors de la lecture du programme économique, social et culturel du Cameroun par le Premier ministre. L'axe majeur de cette émission sera l'analyse et le décryptage de la déclaration du président Paul Biya en rapport avec les tueries des soldats enregistrés dans les régions dites anglophones, avec notre convive ce soir qui nous dira ce qu'il en pense au-delà des diatribes. Ces sujets et bien d'autres feront l'objet de débats ce soir avec notre invité qui est nanti d'un brevet de technicien supérieur en gestion des entreprises et comptabilité, d'un diplôme de l'Institut supérieur de commerce et d'administration de Paris, d'un 3e cycle en diplomatie et stratégie obtenu au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Il est depuis peu le président d'une formation politique qui ambitionne de briguer la magistrature suprême. Entrepreneur chevronné à la notoriété bien établie, sa formation politique, c'est le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Jean-Blaise Gouet, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'un fauteuil pour vous ce mardi. Bonsoir. Alors, Monsieur le Président, y a-t-il des questions sur lesquelles vous ne souhaitez pas être questionné ce soir? C'est généralement la question rituelle. Je suis votre invité. En fonction de la question, je répondrai par oui ou par non, mais je suis votre invité et je vais me prêter à votre jeu. Très bien. J'aimerais qu'on débute par des questions d'actualité. Je l'ai indiqué à l'orée de ce programme. La question de l'assainissement du fichier solde de l'État est une préoccupation majeure. Le président de la République, Paul Biya, dans ses prescriptions, avait indiqué qu'il fallait procéder finalement à un comptage physique des agents de l'État suite aux résultats minima enregistrés par le fameux programme CJPES 1 et 2. Lorsque vous entendez dire que 14 000 fonctionnaires sont absents de leur poste de travail, quelle est la réaction que cela vous inspire en tant qu'homme politique? La question que je me pose, pourquoi les 14 000 fonctionnaires sont-ils absents de leur travail? Mais quand je prends ces chiffres, à l'intérieur de ces chiffres, lorsque on regarde très bien, on verra qu'à l'intérieur, vous avez à peu près en majorité le personnel du ministère de la Santé, qui est en grand nombre. À côté de ce personnel du ministère de la Santé, vous avez le ministère de l'enseignement secondaire qui suit les fonctionnaires et les employés de ces deux ministères-là. Alors tout de suite, si je commençais par la deuxième remarque sur le personnel de l'enseignement secondaire, on a vu très souvent que il y a quelques mois encore, les enseignants ont grévé au Cameroun, ce qui pour moi est tout à fait normal. Vous savez, je suis un employeur. Et lorsque un salarié ne perçoit pas son salaire, c'est vrai qu'il aura du mal à venir au travail. Alors pour un enseignant qui, par exemple, habite le Bessou et qu'il soit un professeur ici à lycée Jos, par exemple, s'il n'a pas de salaire, il va faire comment pour venir au travail? Il ne pourra pas venir à pied. Même si la première semaine, il vient, il fait des efforts pour venir, après il ne pourra pas venir s'il n'a pas son salaire. Donc je prends également, je reviens sur le cas le premier cas, celui dans lequel
on observe en grand nombre des absents, celui de la santé. Vous avez des compatriotes qui font à peu près, après bac, ils font 7 années d'études. Pendant qu'ils sont chez les parents encore étudiants, ils ont un confort, ils ont une belle chambre, ils ont un climatiseur, parfois ils sont véhiculés. Lorsqu'ils commencent à travailler, ces jeunes-là, après 7 années d'études, un médecin a parfois ici au Cameroun autour de 200 000, sinon 250 000. Ce médecin qui doit payer en principe son loyer, il a une épouse avec des enfants, il a un loyer, il a certainement un véhicule, il a des charges au-delà de tout ça. Son salaire qu'il a, est-ce que ce salaire lui permet de pouvoir tenir son foyer? Ça, c'est d'abord les premières questions qu'il faut se poser. Celui du pouvoir d'achat de ces médecins-là. Ce qui fait qu'on retrouve souvent, lorsqu'on va à l'hôpital, vous allez prendre rendez-vous avec un médecin, il n'est pas là. Il va faire des vacations ailleurs. Et peut-être que celui-ci va trouver du travail ailleurs. Il va complètement rester travailler là-bas, au lieu de faire son travail pour lequel il a été initialement embauché. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tout cela, il y a un problème de fond, qui est celui du pouvoir d'achat du Camerounais. Et si le problème n'est pas résolu à la base, nous allons voir que d'ici peu, forcément, bon nombre de fonctionnaires ne pourront plus aller au travail. Hier, la semaine dernière, j'ai des amis qu'on a, il y a 2 semaines de cela, des amis qui ont eu un ordre de mission pour aller travailler en France. On leur donne un billet d'avion. Un billet d'avion, un ordre de mission. On leur dit, allez-y, travaillez. Quand vous reviendrez, nous allons régulariser la situation. Ils prendront l'argent où? Vous envoyez quelqu'un en mission à l'extérieur. Vous ne lui donnez pas 10 francs. Qu'à partir de l'aéroport Charles de Gaulle, qui prenne le taxi pour aller faire sa mission. Comment peut-il fonctionner? Donc je pense qu'il faudrait, c'est vrai, aller chercher le problème. Il faut d'abord aller chercher la base. Alors que pensez-vous de la solution évoquée, préconisée par la presse? On parle de la radiation, par exemple, qui est évoquée comme étant une solution pour mettre au pas finalement ces fonctionnaires absentéistes. C'est une solution radicale selon vous? Radiation, pour certains, peut-être qu'ils ne sont même plus là, ils sont peut-être déjà partis. Parce que s'ils ont trouvé mieux ailleurs et que l'État ne paye pas ses enseignants, par exemple, un enseignant qui trouve du travail ailleurs, vous pensez qu'il va rester là pour quoi faire? Donc c'est à l'État de faire son travail, de voir si effectivement ce monsieur est encore là. L'État fait son travail. L'État a commencé à faire son travail, certainement, mais ça va être difficile. Parce qu'en fait, 14 000 seulement sur l'ensemble du territoire, ça va être difficile. Les 10 régions, les départements, chaque ville, chaque village, où il y a en principe une fonction publique, ça va être difficile. Est-ce que le problème, ce sont des réalités conjoncturelles que vous avez tenté de décrire, notamment les conditions salariales, etc., etc. Est-ce que vous n'y voyez pas la question même de la notion de service public qui semble avoir foutu le camp au sein de l'administration aujourd'hui? Vous savez, ça dépend également. Lorsque vous avez... nous avons tout un gouvernement qui est en prison. Ce gouvernement, à lui seul, qui est en prison, a des milliards de francs CFA. Alors, un employé qui, lui, est là, il fait des efforts pour venir au travail, même sans salaire. Il vient. Vous pensez qu'il va continuer à venir au travail alors qu'il n'a pas de salaire? Au niveau de la fonction publique, est-ce que c'est un problème de salaire finalement? Ils ont au moins leur salaire. Ils ont un salaire. Cela ne souffre d'aucune contestation. Ils ont combien? Le pouvoir d'achat au Cameroun, combien? Le salaire minimum d'un fonctionnaire est combien? Je vous donnais l'exemple tout à l'heure sur les médecins. Un médecin, en fait, qui n'arrive pas, avec son propre salaire, à arrondir ses fins de mois, est obligé d'aller faire autre chose pour arrondir ces fins de mois-là. Et quand il trouve mieux à l'extérieur, il s'en va complètement. C'est à l'État de faire son travail. Très bien.
J'aimerais qu'on aborde un autre sujet d'actualité en rapport avec la session qui se tient actuellement à l'Assemblée nationale. D'abord, on parle de ce budget, un peu plus de 4500 milliards de francs CFA. C'est une hausse considérable, hein, et d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle. Tous les budgets connaissent généralement cette hausse substantielle-là. On parle de près de 130 milliards de francs CFA qui ont été rajoutés au budget qui sera certainement voté à l'Assemblée nationale. D'abord, sur le montant du budget. Vous avez l'impression que face aux défis qui attendent le Cameroun, notamment l'organisation des échéances électorales qui sont prévues en 2018, mais également la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, c'est quand même un budget qui, de manière prévisionnelle, est rassurant? Je dirais qu'en fait, le coût réel du budget de Cameroun, le coût réel en principe, le budget de l'année dernière, nous avons eu, il a été à peu près 4000 milliards et poussières. Vous savez, quand vous allez acheter un billet d'avion, l'État achète un billet d'avion, allez-y, appelez Air France, le billet d'avion va coûter forcément 500 000 francs. L'État va acheter ce billet d'avion à 1 500 000 francs. Moi, j'ai vendu des climatiseurs qui coûtaient à peu près 250 000. L'État achète ce climatiseur à 1 million de francs. Vous irez acheter du papier, c'est exactement la même chose. Donc le coût réel de revient du budget actuel est minimum de moitié. Avec 2 000 milliards de francs, on réalise exactement ce qu'on réalise aujourd'hui avec le budget du Cameroun. Maintenant, quant à la hausse de ce budget-là, tout à fait normal. Nous avons aujourd'hui Boko Haram qui est là, qui pompe beaucoup d'argent. Nous avons la crise anglophone qui s'y est rajoutée. Nous avons forcément ces élections que vous avez évoquées. Mais avec tout cela, on a un problème de bonne gouvernance au Cameroun. Et comme je le dis, un budget de 2 milliards de francs, avec 2 milliards de francs, la moitié du budget, en principe, on réalise effectivement ce qu'on devrait réaliser au Cameroun. Parce que vous savez très bien que quand vous vendez à l'État, l'État vous paye avec 30 jours, 40 jours. Et pour encaisser votre facture, il faut passer par plusieurs étapes. Et partout où vous passez, il faut laisser des enveloppes. Donc en fait, il y a une surfacturation. Et si, en principe, on pouvait augmenter les salaires des ministres, des fonctionnaires et des gestionnaires du budget, et qu'on mette en place un système qui peut en principe permettre qu'on paye rapidement les fournisseurs, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la moitié de ce budget, on peut réaliser ce qu'on fait aujourd'hui. La clé de répartition du budget, généralement qui est de l'ordre de 70-30, 70 généralement consacré au fonctionnement et 30 à l'investissement, est-ce que cela ne vous satisfait pas, ne répond pas à la question ou la préoccupation qui est la vôtre, celui de la valorisation du salaire de ces fonctionnaires-là? Jusque-là, lorsque vous allez voir les missions des ministres, le train de vie de l'État prend en gros la plupart, au moins tout à fait la moitié de cet argent-là. Parce que les fonctionnaires sont en mission tout le temps, les ministres eux-mêmes sont en mission également. Ce qui est normal, parce que vous regardez, président. je ne dis pas non, mais parfois, vous savez, il y a des missions qui sont prescrites et qui en fait n'en valent pas la peine, parce qu'il faut effectivement émarger et avoir une mission qui a été commandée. L'État doit dépenser de l'argent. Le discours sur la réduction du train de vie de l'État vous paraît possible, réalisable au Cameroun, à la lecture de ce que vous venez de développer? Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, on est en train de sortir carrément d'un système, hein, c'est-à-dire qu'on va vers la fin du règne d'un système. Et c'est vous qui le dites, hein, président? Non, nous avons une élection en 2018. Au-delà de cette élection 2018, vous savez, le monde est aujourd'hui en pleine mutation. On en parlera. Et cette mutation, en principe, je pense que le Cameroun ne pourra pas du tout y échapper. On en parlera. Voilà. Restons sur la question du budget. Donc, moi, je pense que le budget que nous avons, on peut en principe, l'État devrait réduire son train de vie, ou va réduire son train de vie. Parce que je voulais effectivement en venir là. Parce que, on reviendra là-dedans tout à l'heure.
je préfère. Très bien. J'aimerais qu'on parle enfin de cette... pour sortir de ces questions d'actualité, qu'on évoque quand même l'agitation. C'est peut-être le terme, ça paraît excessif ou exagéré, mais pour parler de l'attitude des parlementaires du Social Democratic Front qui, mercredi dernier, ont manifesté à l'hémicycle de Ngouaekele, exigeant que l'on introduise dans l'ordre du jour de cette session du mois de novembre la question de la crise dite anglophone. Comment vous qualifiez l'attitude de ces parlementaires au sein de cette chambre-là? Vous savez, est-ce que cela ne pose pas le problème d'une sorte de crise de représentation dans notre pays? Moi, je pense que c'est... Vous savez, on vit dans un pays de théâtre où les gens sont habitués, en fait, à faire du cinéma et à tromper le peuple. Parce que nos hommes politiques sont responsables du mal de cette nation. Et ces hommes politiques qui, en fait, vous en faites partie, hein, Monsieur le Président. Oui, mais en fait, je fais partie de la nouvelle génération. Nos aînés, en fait, hein, je voulais dire. Nos aînés en politique. Vous savez, moi, je rigole quand ils tiennent un cinéma comme celui-là, à l'intérieur même du Parlement. Et lorsqu'ils sortent de là, ils se tapotent dessus, les uns et les autres, en rigolant. Vous voyez, ils se moquent de qui? Des Camerounais. La nation, si elle est là aujourd'hui, elle aurait pu être plus lointaine. Mais on voit, en fait, aux yeux du peuple, on montre, on fait semblant de montrer qu'il y a une certaine opposition et qu'en face, il y a un autre parti. Moi, je dirais que c'est tout à fait la même chose aujourd'hui. Le Parlement joue-t-il véritablement son rôle de contrepoids? Le Parlement aujourd'hui, en majorité, il est RDPC. Donc ce Parlement qui est RDPC aujourd'hui ne peut que entériner ce qui a été décidé par le grand chef ou par le parti. Est-ce que le rôle finalement d'un député aussi ou d'un élu du peuple, ce n'est pas aussi de prendre en compte les aspirations du peuple et de l'opposer clairement? Je disais tantôt que nos aînés sont ceux-là même qui ont en fait découragé l'Africain à la chose politique. Hein. Parce que la politique au Cameroun, elle est faite pour le ventre. La politique n'est pas faite pour le peuple. Les gens se lèvent en politique parce que, un, ils veulent des positionnements, ils veulent des postes, ils veulent avoir une écharpe de député. Mais au-delà de ça, quand il va au Parlement, ce sont ses intérêts qui l'intéressent et son ventre. Vous ne tenez pas ce discours parce que vous n'êtes pas encore dans les sphères du pouvoir, Monsieur le Président? Non, moi, vous savez, j'ai commencé par être un homme d'affaires, à servir une nation, à poser des actes pour ce peuple-là, avec mes propres modestes moyens. Et aujourd'hui, en principe, lorsque je me lève, je me dis, si je ne me lève pas du tout, si personne ne se lève, le cinéma va continuer. Donc il faut au moins une nouvelle génération d'hommes politiques qui se lèvent pour dire assez, c'est assez, mais la politique c'est pour le peuple et moi je me sacrifie pour le peuple. Donc si je viens, c'est pour apporter en fait une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire de la politique et une nouvelle manière d'insérer surtout la jeunesse, d'insérer le peuple à la chose politique. Parce que la politique et le pouvoir c'est le peuple. Or, ici, on a appris à l'Africain, en général, que le pouvoir, c'est celui qui est au sommet. Et vous entendez souvent, toutes les fois qu'un ministre, par exemple, fait son propre travail, ce travail qu'il fait, au lieu d'être fier d'avoir fait le travail, il dira que le chef de l'État a dit que. Le chef de l'État n'a certainement pas besoin de ça. Moi, demain, je n'aurai pas besoin de ça. On vous donne une mission, cette mission, vous la signez, on vous la signe, vous la remplissez. On devra vous mettre en lumière. Est-ce que vous avez fait votre travail? J'aimerais qu'on aborde à présent l'axe majeur de notre phase d'échange, la crise dite anglophone. Ou alors la crise dite de l'anglophonie identitaire. Ça, c'est peut-être le qualificatif que certains universitaires semblent utiliser. Vous avez suivi la déclaration du président de la République, Paul Biya, de son retour du voyage
du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a pris part à ce sommet. On va d'ailleurs revenir sur ce sommet avant d'embrayer sur la question thématique de la crise anglophone. D'ailleurs, sur les conclusions de ce sommet, parlons-en. On parle d'une force taxe, d'un renforcement du dispositif sécuritaire entre ces différents pays et l'Union européenne. Ce sont là quelques mesures qui sont arrêtées pour essayer de réduire ou réguler l'immigration clandestine sur le continent et lutter contre l'esclavage ou la maltraitance des Noirs en Libye, qui a fait l'objet de dénonciations également sur la toile. D'abord sur les assises d'Abidjan en Côte d'Ivoire, vous avez l'impression que le problème de fond a été réglé avec ces quelques mesures? Ça a été un sommet, un autre sommet en plus. En parlant de la crise migratoire, les jeunes partent pourquoi? S'ils avaient du travail, vous pensez qu'ils ne resteraient pas? Peut-être par ignorance aussi. Hein. Non, moi je pense que quand vous êtes mort, aujourd'hui, un jeune ou une famille, moi j'ai des jeunes là-dehors, mototaxi, et ils ne font pas mototaxi parce qu'en fait, c'est leur travail. Il y a des camarades qui ont des doctorats, qui ont des diplômes, mais aujourd'hui, ils n'ont même pas 10 francs pour pouvoir soigner leur enfant malade. Quand il l'amène à l'hôpital, cet enfant est obligé de mourir parce qu'il n'a pas 10 francs pour lui acheter un comprimé. Alors, un enfant que vous perdez, parce que vous n'avez pas 10 francs pour acheter un cachet à cet enfant, vous rentrez chez vous, les autres sont là, vous les regardez, vous pensez que vous allez continuer à rester là, vous allez vous dire, je suis mort. Donc je préfère encore aller mourir là-bas. Et s'ils partent, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et ils ne pourront jamais arrêter de partir tant que, ici sur place, ils n'ont pas de travail. Est-ce qu'il y a un problème de culture derrière cette histoire? La culture de l'Africain complexé face à cet Occident? Macron a dit au Burkina Faso, aux jeunes qui lui ont posé certaines questions, il leur a dit, c'est pas moi, c'est votre président. C'est à nous, les Africains, à nos responsables d'ouvrir les yeux. Et c'est dire qu'ils ont longtemps travaillé pour les Blancs. Ils ont longtemps hypothéqué l'avenir de ces jeunes-là pour servir nos matières premières, le pétrole du Cameroun. Il est où? D'autres pays qui ont du pétrole. Ils arrivent à donner du travail à leurs enfants. Ils arrivent à créer des usines. Ils arrivent à soigner les routes, ainsi de suite. Nous, tant qu'on n'aura pas l'argent du sous-sol, tant qu'on ne sortira pas des griffes de ces colons-là, l'Afrique ne se mettra jamais debout. Il faudra commencer par là. Il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on donne aux Africains leurs droits, qu'on leur apprenne leurs devoirs. Et ce n'est que comme ça qu'on va commencer à se mettre en route. Très bien. La force taxe, réguler l'immigration dite clandestine, ou le réduire, ou simplement l'annuler, le renseignement pour essayer d'avoir des informations sur les passeurs et réduire également ce phénomène à l'origine de cette fameuse pratique déshumanisante qu'on a appelée esclavage en Libye. Il y a également la commission d'enquête qui sera mise sur pied pour faire toute la lumière sur les dénonciations qui ont été faites jusqu'ici. Pour vous, vous n'avez pas l'impression qu'à Abidjan, quand même, les chefs d'État ont travaillé? Je suis désolé. Parce qu'en fait, il faut commencer, comme j'ai dit, il faut régler le problème à la racine, à la base. Nous devons d'abord être maîtres de nos matières premières. À partir de là, on va donner du travail à nos enfants. Mais le reste, c'est des discours. Force taxe. Un enfant, en principe, comme je le disais tantôt, qui est mort, il est mort. Pour lui, il a peur de quoi? Il n'a plus peur de rien du tout. Ils vont recommencer. Vous allez les arrêter, ils vont recommencer. Le gars va se dire, au moins, on va tuer 10. Il y aura au moins 2 ou 3 qui vont traverser, qui auront la chance de traverser. Et certainement que ceux-là, quand ils reviendront, ils pourront nourrir leur famille. Donc pour vous, il n'y a pas d'ignorance, c'est la conjoncture qui peut expliquer que ces jeunes décident de prendre le chemin du désert avec tous les risques que cela comporte. Il n'y a que ça, qu'on leur donne du travail. Si on a en principe nos propres moyens, on peut donner du travail à nos jeunes. On peut les éduquer. Je parlais d'un problème de complexe, Monsieur le Président. Oui. Vous qui avez vécu là-bas, c'est si rose que ça?
C'est assez difficile, la France. Vous savez, moi j'ai fréquenté là-bas, je suis reparti. Après mes études, j'ai travaillé 2 ans comme chef comptable dans une entreprise. Je travaillais matin, midi et soir, au moins 20 heures sur 24, du lundi à dimanche. J'ai travaillé 2 ans. J'ai pris mes bagages, dit les poudres, les blancs, je ne travaille plus comme ça. Je suis rentré au Cameroun travailler et me battre ici au Cameroun. Si vous avez un conseil à prodiguer à ces jeunes-là, vous leur direz quoi? Je dirais tout simplement aux jeunes, en fait, que la nation n'est pas une fatalité. Hein. Les jeunes n'ont pas de choix, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si j'avais un mot à dire aux jeunes, c'est qu'ils ont longtemps, ils ont été patients. Et je pense que l'heure est arrivée aujourd'hui que ces jeunes se lèvent. Parce qu'en fait, le pouvoir... Vous appelez à l'insurrection sur mon plateau? Non, pas du tout. Je suis en train de dire aux jeunes, par exemple, moi je suis un homme politique, hein, et je voudrais donner la chance à tous les jeunes, demain, de s'élever dans les mairies, de s'élever dans leur ville, dans leur village, et qu'ils mettent en place une section MPCC, je viendrai les installer. Demain, ils vont être des conseillers municipaux, ils vont être des maires, ils vont être des députés, ils vont être des sénateurs. Nous irons aux élections voter, et ces jeunes pourront en principe demain trouver leur compte. Donc il faudrait qu'ils s'intéressent à la chose politique. C'est important pour vous? La politique, en principe, c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous donne toutes les misères du monde, c'est elle également, en principe, à partir de la politique, on arrive à trouver son compte. L'adage de la politique aux politiciens, l'école, les écoliers, ça ne vous dit pas grand-chose? Non, je pense qu'en fait, il faudrait redonner à chaque Africain, à chaque Camerounais, le goût et l'envie de faire de la politique. À travers la politique, en principe, beaucoup ont trouvé à travers la politique un court chemin. Paix à son âme, Madame Foning, elle n'avait pas fait de brillantes études, mais ça a été une maman qui a quand même beaucoup donné à la nation. Et beaucoup d'autres Camerounais sont compétents. Le Camerounais a beaucoup plus. C'est un génie. Et qu'il ait été à l'école ou pas, un Camerounais sait se débrouiller. Et moi, je pense qu'en la politique aujourd'hui, nos aînés ont découragé beaucoup de Camerounais à la chose politique, mais moi, je viens redonner l'envie et le goût à chaque Camerounais de faire la politique. Alors, parlons bien comme ça de Madame Foning, Monsieur le Président. Ça a presque donné l'impression que vous êtes très proche de sa formation politique. Bon, proche de la formation politique de Madame Foning n'avait pas une formation politique. Elle était dans une formation politique. Voilà, c'est ça. Elle était au sein d'une formation politique. C'était ma maman. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Et je suis quelqu'un de très ouvert. Donc, moi, j'ai dit, je conseillerais d'ailleurs à tous les Camerounais aujourd'hui de se débarrasser de leur chapelle politique, de regarder plutôt la vérité en face et de se dire que, en fait, parce qu'aujourd'hui, la politique au Cameroun a été régionalisée. Vous êtes du Nord, vous allez à l'UNDP, vous êtes du Noun, vous allez chez Adamou Damdoya, vous êtes du SDF, vous êtes de l'autre côté, on va au SDF, ou encore UPC, les Bassa. Mais j'ai dit que si on voudrait que cette nation avance demain, il faudrait en fait qu'on se débarrasse de nos chapelles politiques et qu'on se dise que cette nation, si on se met derrière quelqu'un qui incarne l'alternance, qui incarne le changement, qui porte une vision qui peut en principe rassembler tous les Camerounais, les mettre ensemble, donner la place à chacun, on peut demain avancer. J'aimerais qu'on parle à présent de l'axe thématique majeur de cette phase d'échange. Un fauteuil pour vous, c'est le discours du président de la République. J'allais dire mieux la déclaration, j'avais dit la déclaration de guerre. Hein. L'expression n'est d'ailleurs pas exagérée pour qualifier les exactions attribuées donc au mouvement dit sécessionniste, qu'on attribue désormais le qualificatif de terroristes. Le chef d'État a annoncé donc une représaille contre ces derniers qui ont massacré près de 5 soldats en mission commandée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Déclaration la semaine dernière. D'abord sur la déclaration du chef de l'État, j'ai lu votre réaction sur YouTube. J'ai eu du mal à comprendre votre attitude. Parce qu'au début de cette crise, Monsieur le Président, vous aviez indiqué qu'il était important d'établir un état de siège et d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La dernière publication qui est la vôtre me semble antinomique. Vous n'avez pas le sentiment?
que vous faites du rétropédalage? J'avais effectivement demandé au président de la République, après tout de suite les événements du 1er octobre, de mettre en place, de rallonger l'état d'urgence là-bas, sur cette zone-là. Et ils ont plutôt envoyé le Premier ministre avec une délégation, parce qu'à l'époque, j'avais prévu qu'en fait, cette mission allait accoucher d'une souris. Et ce qui a été exactement le cas. La dernière décision que le président de la République vient de prendre, c'est exactement ce que j'ai préconisé dans mes dernières propositions que j'avais faites également il y a à peu près 14 jours. Et je suis heureux qu'il ait tenu, qu'il ait pris une décision comme celle-là, parce qu'en fait, je vais vous dire, derrière la crise anglophone, les Camerounais ne voient certainement pas ce qui est en train d'arriver. Mais vous savez, lorsqu'on sait, à travers l'histoire, que plusieurs pays dans le monde ont eu leur indépendance sur presque les mêmes bases, pays comme l'Inde, le Pakistan et les autres. Le colon donnait l'indépendance administrative. Il gardait le sous-sol. Tout ce qui est sous-sol, il gardait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et des pays comme l'Inde sont sortis de là par la guerre pour avoir leur indépendance totale. Et aujourd'hui, ces pays-là sont industrialisés, sont libres, utilisent leurs matières premières comme ils veulent et construisent des usines, des avions et autres. L'Afrique, qui a eu l'indépendance sur les mêmes bases, vers les mêmes périodes, nous sommes restés là, à tourner en rond. Et notre premier président est parti, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il dit qu'on n'a pas renégocié ces accords-là. On n'a jamais vu écrit quelque part que, bon voilà, les accords, on n'a pas non plus fait la guerre. Donc on est resté là-dedans. Et aujourd'hui, en principe, le président Paul Biya, qui est un homme sage que je respecte, pour qui j'ai beaucoup de respect, là aussi, pour moi, toujours, hein, je peux me tromper, mais la crise Boko Haram au nord, quand Boko Haram a commencé, je me suis dit forcément que c'était des manigances qui, en principe, projetaient l'après 2018. Et forcément, les Camerounais ont été assez éveillés, ils ont tout fait. On a raté ce qui, certainement, avait été, pour moi, avait été prévu, parce qu'un stratège, en analyste aussi, et puis un homme politique, je fais mes analyses. Quand vous aspirez à être à ce poste-là, surtout d'ici l'année prochaine, il faut connaître certains dessous de ces dossiers. Donc aujourd'hui, Boko Haram a été un petit peu maîtrisé. Il faut créer autre chose. Et la crise anglophone, en principe, qui est derrière la crise anglophone. Ces messieurs sont-ils manipulés? Par qui? Mais toujours est-il dit que moi, je ne prends pas cette crise anglophone aussi simplement comme tout le monde. Donc, vous voyez, et en plus, moi, on m'a appris à l'école de guerre qu'en pareille situation, il faut poser d'abord sur la table des hypothèses. Est-ce que c'est vraiment les sécessionnistes? Cette zone-là... On a le sentiment que le chef des forces armées, le président de la République, n'est pas au fait de cette information. Je pense certainement qu'il doit être au fait de cette information. C'est qu'il a poussé, effectivement, à mettre une armée là-bas. Parce qu'en fait, il faut défendre son rôle, c'est d'abord de protéger chaque citoyen camerounais, de protéger les biens et les services. Ça, c'est son rôle. Et ça, il devrait en principe le faire. Moi, à sa place, je l'aurais fait une semaine après. Ça traînait, il a été forcément patient, mais aujourd'hui, je pense qu'il a fait son devoir, qui est celui de protéger d'abord tous les Camerounais. Le dialogue viendra par la suite. J'aimerais vraiment qu'on élabore, qu'on reste un tout petit peu sur les causes de cette fameuse crise anglophone, même si aujourd'hui on parle désormais de déstabilisation de l'État du Cameroun. N'avez-vous pas le sentiment qu'il y a eu laisser-aller qui a prêté le flanc à une sorte de radicalisation sur le terrain, avec les dérives aujourd'hui qu'on constate? Je pense que la crise anglophone, déjà... Ça fait plus d'un an quand même
Quand on parle de ce problème qui a débuté par des revendications d'ordre corporatiste, on en était même à des revendications d'ordre politique, des débats autour de la forme de l'État. Aujourd'hui, on en est à la partition et à la déstabilisation. Est-ce que ce ne sont pas là les sécrétions d'une radicalisation? Moi, je vais vous dire une chose. Je suis homme politique. Je suis un stratège. La crise anglophone ne trouvera jamais de fin avant la prochaine élection présidentielle. Pourquoi, M. le Président? Parce qu'en fait, comme je le dis encore, j'étais en train de vous donner l'exemple tout à l'heure, et ça doit forcément nous interpeller. Sur la zone anglophone, nous avons le pétrole. Sur cette zone anglophone. Partout où il y a du pétrole, en principe, il faut la guerre. Et là, certainement, que nos amis, vous savez, en politique, on n'a jamais d'amis, on n'a que des intérêts. Hier, c'était forcément des amis. Paraphraser De Gaulle. Hier, nous avions des amis, mais aujourd'hui, le président a travaillé. Et on pense certainement que il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, il faut peut-être imposer quelqu'un. Cette crise anglophone, c'est aussi peut-être une manière de vouloir forcer à imposer quelqu'un d'autre. Et peut-être pousser le chef de l'État dehors. Avant, peut-être 2018, peut-être que c'est aussi une stratégie. Donc moi, vous savez, c'est pour ça que j'étais en train de dire tout à l'heure que est-ce que ça peut être des anglophones? Ça peut aussi, pourquoi pas, il faut aller fouiller. Autour de la zone anglophone, on a du pétrole là-bas. Qui exploite ce pétrole-là? Est-ce que ces personnes qui exploitent ce pétrole, moi aujourd'hui je suis candidat à l'élection présidentielle, jusqu'ici je n'ai vu aucun blanc venir me dire, M. Gouet, au fait nous exploitons le pétrole, on pense que. C'est peut-être aussi une manière de court-circuiter les élections, les prochaines élections présidentielles, mettre la main sur le pétrole, et puis à la limite imposer un dialogue aux Camerounais. Et ce dialogue qu'on va certainement, on va choisir quelques personnes, et puis on les mettra dans une pièce. Sur quoi fondez-vous ce type d'hypothèse? C'est peut-être une déformation professionnelle. Hein. Mais moi, avant de conclure, avant de dire ouvertement que c'est les anglophones, je dois poser sur la table plusieurs hypothèses. Si ce n'était pas les anglophones, ça peut être quelqu'un d'autre. Et si ça peut aussi ne pas être nos anciens partenaires, ça peut également être des militaires ou encore des policiers, des camarades achetés qui en fait doivent exécuter le sale boulot. Il y a les services de renseignement qui sont mieux placés pour faire ce travail. Mais moi je pense que derrière cette crise anglophone, il y a un arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas seulement les anglophones. Qui finance ces gars-là? Qui leur donne de l'argent? Ce n'est pas la diaspora qui leur donne de l'argent. Il y a forcément Comment des gens. Non, je dis c'est pas vous évacuez la possibilité que la diaspora? Moi, je pense que, vous savez, nous entretenons des relations diplomatiques avec des États. Si j'étais le président de la République, en principe, je convoquerais les pays, les ambassadeurs des pays qui abritent ces personnes qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et en principe, pourquoi pas rompre les relations diplomatiques ou alors les suspendre pour l'instant? Mais on ne peut en aucun cas avoir des représentations diplomatiques sur nos territoires qui imposent forcément des relations bilatérales. Et ces mêmes personnes abritent des gens qui nous combattent. Ou encore permettent que, à partir de leur territoire, qu'on prépare des attentats. Ou encore qu'on prépare des troupes pour venir déstabiliser notre nation. Alors vous voyez forcément des forces exogènes qui peuvent expliquer aujourd'hui l'instabilité ou la précarité du climat dans ces régions-là. Les problèmes conjoncturels, vous les mettez où? Cela ne peut pas expliquer que des gens aujourd'hui on arrive justement à des solutions suicidaires comme celles qu'on observe aujourd'hui. Le mal, vous savez, le mal profond que vit la nation n'est pas qu'un problème anglophone. Nous avons un problème de mal-gouvernance au Cameroun. Moi, j'ai son loulou à côté. On n'a pas d'électricité. Au nord, là-bas, il y a Boko Haram. Pourquoi les nordistes n'imposent pas un dialogue?
alors qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui meurent de ce côté-là. Pourquoi seulement ceci? Tous les Camerounais ne peuvent pas se soigner. Les Camerounais ont tous faim. Moi, si tu veux aller à Babimbi, là, chez moi, là, il n'y a pas de route. On n'a pas de route. On peut aussi couper la route là-bas. On peut aussi gréver. Donc le problème, le mal des anglophones est un mal généralisé de tous les Camerounais. Ils veulent travailler, ils veulent des routes, ils veulent se soigner, ils veulent se loger. Ils ont les mêmes problèmes. Et nous, demain, si on vient en principe, ce que nous avons, c'est de venir donner du travail à tous les Camerounais, parce que nous avons des moyens. Sur les solutions à apporter à cette crise anglophone, le président que vous êtes, vous préconisez quoi? Aujourd'hui, je vous l'aurais dit encore. Je vous l'aurais dit encore, la crise anglophone ne trouvera pas de solution avant 2018. Les solutions immédiates, c'est celle-là que le président vient de prendre tout de suite. Militariser la zone, ça, c'est la première des solutions, parce qu'il faut sécuriser tous les Camerounais dans la région. À côté de ça, préparer l'élection présidentielle. Préparer les prochaines élections. Il faut, on pourrait d'ailleurs, à partir du mois de janvier également, rendre la décentralisation effective. Maintenant, il faut aussi libérer. Une fois qu'on a militarisé cette zone-là, elle a été sécurisée, il faut libérer nos frères anglophones qui sont en prison. Il faut pardonner. Il faut les accompagner. À côté de ça, de l'autre côté, envoyer, mettre sur pied, sur le terrain, certainement des équipes qui accompagnent et qui redonnent confiance à ces populations de l'autre côté. Mais si en principe on n'avait pas d'élection présidentielle l'année prochaine, moi, président, j'aurais organisé un référendum pour interroger chaque Camerounais. Est-ce qu'ils veulent la sécession? Est-ce qu'ils veulent le fédéralisme? Est-ce qu'ils veulent qu'ils se décident? Mais moi, nous sommes unis et nous devons tous rester unis. Président Jean-Blaise Ouette, j'aimerais à présent que l'on aborde un sujet en rapport avec votre formation politique, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Ça ne fait pas beaucoup de formations politiques de l'opposition dans un pays comme le Cameroun. Moi, je ne suis pas... Vous n'avez pas l'impression que vous venez davantage un carnet déjà volumineux, sans résultat probant en plus. Moi, je ne suis pas sûr... je ne suis pas opposant d'abord. Voilà, j'ai une formation politique. Et une autre formation politique, c'est une formation politique qui veut en son sein tous les Camerounais. En majorité d'abord des jeunes. Je ne suis pas opposant. J'ai un parti politique et je suis centriste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais la guerre à personne du tout. Je ne suis ni avec le président Biya, je ne suis ni avec Fundi. Je suis au milieu. Et j'ai dit à tous les Camerounais, les autres en principe ont échoué. Voilà. Et nous sommes là pour rassembler. Et vous avez la solution miracle. On n'a pas de solution miracle. Non, j'ai dit aux Camerounais que c'est eux-mêmes la solution miracle. Je n'ai aucune baguette magique. C'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent se réveiller, qui doivent en principe se lever. Les jeunes dans les villages, dans les villes, dans les régions, les jeunes doivent se lever parce qu'en fait la politique, comme je le dis encore, c'est eux la politique, c'est pas nous autres. Nous sommes là pour leur donner un cadre et les accompagner. Lorsqu'on parle du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, à l'extérieur, le sentiment et l'impression qu'on a, c'est ça en fait un peu trop en matière de partis politiques. Trop en matière de partis politiques, je ne crois pas. Parce qu'en fait, moi, je suis sur le terrain. Vous me donnez un nombre de 300, je ne sais pas combien de partis politiques. Moi, vous savez, j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle au mois d'avril dernier. Au moment où je déclare ma candidature, beaucoup de vos compatriotes ont fabriqué sur Internet au moins une dizaine, une vingtaine de candidatures. Moi, je suis sur le terrain. Avant d'être sur le terrain, j'ai commencé d'abord par servir. J'ai été chez les Pygmées. J'ai fait, en principe, j'ai créé une lampe solaire Aïda que vous connaissez très bien. Et cette lampe solaire, regardez bien dessus. Vous allez voir, référence Jean-Blaise Ouette, président en 2018. Donc, c'est de la stratégie et de la haute politique. Et là, donc, je suis sur le terrain. Monsieur le Président. Comment? Ça a payé.
Aujourd'hui, vous avez combien de militants au sein de votre formation politique? Nous avons aujourd'hui, nous avançons doucement. Nous avons d'inscrits aujourd'hui à peu près 5000 militants avec des cartes de membres, au moins 5000 militants. Nous avons été à Ezeka il y a pas longtemps, vendredi prochain, samedi prochain, le week-end prochain. Nous tenons un grand meeting en Balmayo. Il y aura au moins 5000 personnes à ce grand meeting-là. Voilà, donc je suis sur le terrain politique, nous sommes levés, on a initié ce que nous avons appelé la caravane Palais du Toudi 2018, nous sommes sur le terrain, en dehors du RDPC qui est sur le terrain, en dehors du SDF qui est sur le terrain, peut-être de quelques partis politiques aussi. Les autres partis dont vous parlez, je ne les vois pas sur le terrain. Que pensez-vous de l'opposition au Cameroun? Il n'existe pas d'opposition au Cameroun, monsieur. Moi, je ne vois pas d'opposition au Cameroun. Il n'existe pas d'opposition au Cameroun. Ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, là, ce ne sont pas les partis de l'opposition? C'est peut-être les mêmes partis, mais c'est peut-être les mêmes partis. Une telle allégation? Vous savez, lorsque un parti politique comme le SDF, qui a posé des actes, en fait, que je ne pourrais pas cautionner, il y a quelques jours encore, lorsque ses membres perçoivent leur per diem au Parlement, ils sont là, ils perçoivent de l'argent. Ils n'ont pas dit non, on s'en va. Ils ont mis également le bordel qu'ils devaient mettre. Mais comme je le disais encore tout à l'heure, dès qu'ils sortent, ils se tapotent tous dessus. On se moque de qui? On se moque du peuple. On se moque de qui? Leur présence dans les instances de décision ne justifie pas, à votre avis, qu'ils travaillent? Lesquels Le SDF est représenté à l'Assemblée nationale, l'UDC en est représenté, le MRC, pour ne citer que ces quelques formations politiques-là. Est-ce que ce n'est pas la preuve par 4 qui sont opérationnels, qui sont dynamiques sur le terrain? Vous avez au sein du gouvernement actuel des opposants d'hier qui se sont ralliés au parti. Et ces opposants d'hier-là sont devenus plus les membres du parti au pouvoir alors qu'ils sont eux-mêmes des présidents de partis politiques. Et c'est pour ça que je conclus encore une fois de plus en vous disant qu'au Cameroun, en fait, les Camerounais ont été découragés à la chose politique. La politique n'intéresse pas les Camerounais aujourd'hui. Au contraire, depuis que nous sommes à l'intérieur, de plus en plus ils viennent, de plus en plus ils s'amènent. Est-ce qu'ils se disent, au moins lui, il incarne l'espoir, tu vois? Et donc... Disons qu'ils ne tiennent pas encore de casserole. Bon, vous savez, moi, j'ai jamais été membre de gouvernement. Et aujourd'hui, homme d'affaires, j'ai dit, je laisse mes affaires pour m'occuper du peuple. Parce que j'ai des enfants qui sont assez grands. Et parmi ces enfants, en plus, les enfants, vous savez, quand vous les faites, vous êtes jeunes, vous vous sacrifiez pour eux, vous vous battez pour eux, vous dites qu'il faut leur donner une éducation. Lorsqu'ils sont grands, tant mieux. Beaucoup aujourd'hui sont grands, beaucoup, d'ailleurs, certains, je n'ai jamais été manger chez eux. Or, ceux que j'avais négligés hier, ils sont là, ils regardent encore. J'ai autour de moi beaucoup de jeunes qui n'ont même pas 10 francs pour payer un taxi pour aller à l'école, encore moins les frais d'école. Ils viennent voir, papa, il faut. Donc à ces jeunes-là, je crois qu'il faut leur donner la chance aujourd'hui. Et si on se lève aujourd'hui, en fait, pour faire la politique, c'est pour tous ceux-là qui n'ont pas de voix, c'est pour essayer de faire, en principe, donner la chance à ces jeunes-là aujourd'hui de pouvoir, demain, être des hommes, parce que beaucoup sont talentueux, beaucoup sont même parfois des génies, mais il leur faut juste une toute petite chance pour pouvoir avancer. Que pense le président Ngouet à l'idée d'une candidature unique de l'opposition? Vous savez, moi c'est une vision. Ma vision, c'est une vision d'abord de paix. Et dans cette vision de paix que beaucoup ne partagent pas du tout, moi, si je suis président demain, le premier acte que je vais poser sera de mettre en place une loi qui va sécuriser tout ancien chef d'État au Cameroun. Et forcément aussi, avant mon investiture, aller chercher Madame
à Idio et le corps de notre premier président à Idio. Ceux qui sont là aujourd'hui, opération Épervier, moi je les mettrai dehors parce que j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de voir ces gens en prison. Il faudra les mettre dehors. Vous ne répondez toujours pas à ma question. L'idée d'une candidature unique de l'opposition. J'en viens. Allez-y. J'en viens. Il faudra donner également une double nationalité à tous les Camerounais qui sont à l'extérieur pour qu'ils reviennent nous aider à construire la nation. Et si je suis président demain, en principe, je vais renationaliser certains secteurs stratégiques au Cameroun. Chemin de fer, là, pour Bolloré, d'abord, je vais nationaliser. Il y a l'électricité que je vais nationaliser. Il y a de l'eau également, il faudra renationaliser. Monsieur le Président Gouet, il y aura un cadre forcément adéquat et adapté pour parler de votre offre politique. Mais ma question est elle est tout à fait simple. Une candidature unique de l'opposition, vous y croyez ou non? Donc, pour répondre à votre question, si les Camerounais veulent épouser ma vision politique et qu'ils veulent nous rejoindre, nous allons donner la place à tout le monde. Alors votre vision, justement, parlons de l'idéologie de votre formation politique. Vous avez dit que vous êtes centriste, mais on a du mal à comprendre. Centriste veut dire quoi? Vous n'êtes ni à gauche ni à droite. En réalité, vous êtes dans l'hésitation. Non, ce que je voudrais... Et donc, vous n'avez aucune proposition à apporter. Ce que les propositions sont celles-là que j'étais déjà en train de vous donner. Donc, la renationalisation... Il y a rien de nouveau sur le soleil. Ça fait partie des propositions que certaines formations politiques évoquent très souvent. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas à l'orée des élections. Hein. Je rentre en politique avec mon cœur. Je rentre en politique avec mon cœur. Mon papa était UPCiste. Il s'est battu pour cette nation-là. Je m'appelle Gouet, je suis né à l'époque de la guerre. Et pendant que je suis né, ma maman courait, on la pourchassait. On pourchassait mon papa. Et je suis venu au monde à cette période-là. Il y a exactement 60 ans. Et si je me lève aujourd'hui en politique, je n'ai pas faim. Tout sauf la faim. Je me lève avec mon cœur et je me lève pour apporter l'équilibre, pour amener aux Camerounais leurs droits. Le pétrole, là, si je suis président demain, il y aura une rupture, monsieur. Il y aura une rupture. C'est pas très nouveau, hein, toutes les propositions. Je suis désolé, finalement, que ce soit nouveau ou pas. Moi, je suis sur le terrain politique. C'est même la raison pour laquelle j'aurais vivement souhaité, et je souhaite vivement de tout cœur que cette élection présidentielle arrive, qu'on en parle largement. On reviendra point par point sur le programme de ceux qui sont candidats certainement à ce scrutin-là. Mais vraiment, restons sur l'idéologie de cette formation politique. Il y a quoi de nouveau au sein de cette formation politique que l'opposition n'a pas apporté jusqu'ici? Qu'est-ce qui vous différencie des formations politiques qui sont sur le terrain depuis des années, bien avant vous? Parlons-en. Vous savez, dans ce que je viens de vous dire tout à l'heure, pour toute formation politique au Cameroun, je pense que c'est la toute première fois que vous avez ce nouveau son de cloche. Un candidat qui veut mettre en place un statut spécial pour tout ancien chef d'État. Ceux qui sont là ont voulu toujours brûler M. Biya. Il faut le brûler. Moi, j'ai dit non. Ces aînés ont tous servi cette nation. Donc, au-delà du président de la République, tous les grands commis d'État qui ont servi cette nation, nous allons mettre en place une loi qui va sécuriser, qui va les accompagner, qui leur donnera des droits. L'épouse, Madame Biya, Chantal, elle a une fondation. L'État va inscrire dans le budget une dotation qui va l'accompagner. Parce que là aussi, elle a travaillé, elle continue à le faire. Au-delà de ça, nous allons, le pétrole, recentrer toutes les recettes de l'État vers les caisses, toutes les recettes du pétrole vers les caisses de l'État. Au-delà du pétrole, hein, nos ressources naturelles. Et à partir de là, nous allons augmenter au moins 25% de salaire. Jean Bezoué, je suis très admiratif de ces propositions. Cela ne répond pas à ma question. Il y a ma soif de savoir. Parti centriste veut dire quoi? Je voudrais tout simplement, vous savez, dans notre parti politique, nous offrons des espaces à tous les Camerounais. Et comme je disais encore tout à l'heure, nous devons sortir. Moi, j'invite les Camerounais à sortir de leur chapelle politique
et qu'ils viennent nous rejoindre. Il y a beaucoup de jeunes dans les villes, il y a beaucoup de jeunes dans les villages, il y a beaucoup de jeunes dans les régions qui aspirent aussi un jour à être conseiller municipal, à être maire, à être Lorsque député. vous invitez des Camerounais à sortir de leur chapelle politique, vous les appelez à se faire investir comment? Qu'ils mettent en place dans leur ville, dans leur quartier, une base politique, nous viendrons les installer. Qu'ils nous rejoignent, qu'ils nous appellent, et nous viendrons les installer. En réalité, vous êtes en quête de militants. C'est ce que vous essayez de dire aux nombreux Camerounais. Vous avez un parti politique, c'est Quand tous vous les avez du mal à fédérer des énergies. Un parti politique, c'est tous les Camerounais. Moi, je ne suis pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est chacun de nous. C'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Qui, en fait, si on ne se lève pas tous et qu'on pense que la politique, c'est l'histoire de M. Gouette, alors rien ne changera dans ce pays. Alors, Monsieur on a Gouette, besoin de chaque Camerounais. On a besoin que chaque Camerounais se lève. pour faire de la politique. Au-delà de faire de la politique, vous savez qu'ils aient déjà s'inscrire. Et le jour de l'élection, qu'ils aillent voter leur candidat. Vous êtes au courant que le processus d'enrôlement sur les listes électorales est bouclé pour cette année déjà? De toute façon, il reprend le 2 janvier. Il reprend le 2 janvier, c'est du 1er janvier au 30 août. Qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, qui êtes sur le terrain, l'apathie de la jeunesse, cette envie de ne pas faire de la politique? Non, aujourd'hui, hier j'ai reçu une délégation de jeunes, des étudiants, qui sont venus me voir. Et ces jeunes qui me disent, Monsieur le Président, nous avons fait le tour, nous avons été sur la toile. Vous êtes le seul parti politique qui s'intéresse à la jeunesse. Nous sommes venus vous apporter notre contribution. Nous n'enregistrons que les jeunes tous les jours. Et là, j'en profite pour appeler encore tous les jeunes qui viennent nous rejoindre. Ils auront la place. Et moi, je voudrais faire des jeunes demain. Il faudra qu'on réédite l'exploit qui s'est passé avec le président du tout. Qu'on retrouve des jeunes 25 ans, 30, 35 ans, qui soient des ministres, qui soient des conseillers, qui soient des députés, qui soient des maires. Et ces jeunes, s'ils ne prennent pas leur avenir en main là aujourd'hui, le Cameroun pourra aller très mal demain. Et moi, mon rôle, c'est de pouvoir les accompagner, les délivrer. Monsieur Jean-Blaise Gouette, puisque vous insistez, je vais peut-être mettre les deux pieds dans le plat. Au sujet du chômage, quelle est la proposition que vous faites? Vous parliez de la jeunesse, l'une des préoccupations de la jeunesse, c'est le chômage. Je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur ça. Si je suis élu président demain, dans les 6 mois qui viennent, nous allons mettre en place au moins 500 000 emplois. 500 000. Non, on est dans les spéculations. Par quelle alchimie? Par quelle alchimie? Justement, parce que vous avez tellement insisté que je voudrais justement qu'on mette les deux pieds. Je suis en train de vous répondre. Par quelle alchimie? Permettez que je vous réponde. Oui. Vous savez, moi je suis dans le domaine de l'énergie solaire. Je suis dans le domaine de l'énergie solaire, monsieur. Le Cameroun souffre d'un problème d'énergie. Les panneaux solaires, vous savez, les panneaux solaires, on peut en installer en 1 semaine, 2 semaines, vous en installez. Moi, j'ai prévu mettre en place au Cameroun, dès que je suis élu tout de suite, dans les 10 régions du Cameroun, il faudra que chaque foyer camerounais ait de la lumière. Chaque foyer. Nous allons mettre des usines de fabrication de panneaux solaires dans les 10 régions du Cameroun. Tout de suite. On va commencer par Limbé ici, là. Tout de suite. Donc et nous allons créer... Monsieur Ngouette, êtes-vous au courant que c'est un projet qui est en cours par le gouvernement actuel? Vous savez, moi, Non, c'est un peu pour essayer de comprendre, pour vous faire remarquer. Ça fait 35 ans, monsieur. Oui. Ça fait 35 ans. Alors moi, je vous parle de ce que je sais faire. De ce que moi, je sais faire. Qui n'a finalement maintenant, il n'y a rien de nouveau sur cela, monsieur le Président, puisque c'est des projets qui sont également évalués par le gouvernement. On a passé 35 ans. Là, 35 ans, ils n'ont pas fait. Vous savez où sont les ordinateurs? Les 500 000 ordinateurs sont où? En cours de fabrication. En cours de fabrication. On a promis ça depuis quand? C'est ça, nous sommes dans un gouvernement de promesses. On promet, on promet, on promet, on va faire, on va faire. Le barrage de Lompangar, et tout ça, vous voyez que c'est des promesses. Le second pont sur le Vry, ce sont des promesses. Moi, j'ai dit ceci, mon cher frère. Je n'ai pas à faire le bilan de ce qui est passé. Nous sommes à un tournant historique de notre nation. Et ce tournant historique de notre nation, en principe, voudrait une nouvelle génération d'hommes politiques,
Et ce tournant Cameroun dans lequel nous sommes aujourd'hui, on n'avait jamais eu Boko Haram, on n'avait jamais eu de crise anglophone, on n'avait jamais eu un parlement qui brûle, on n'avait jamais eu nos députés qui se battent au sein de l'Assemblée. Ça va mal, votre pays, monsieur. Ça va très très mal. Jean-Blaise Gouet, lorsque vous parliez d'alternance, j'aimerais qu'on dise un mot là-dessus. J'ai également parcouru votre réflexion au sujet de l'alternance politique au Cameroun et vous avez semblé indiquer qu'en cas de départ du président de la République actuelle, vous avez le sentiment que derrière ce sera le chaos. Vraiment, première question, avez-vous lu la Constitution du Cameroun? Pourquoi pensez-vous que les mécanismes qui existent ne permettent pas d'assurer une transition pacifique au Cameroun? Vous savez, moi je dis, laissez-moi rigoler un petit peu. Vous voyez, Boko Haram est là. Boko Haram a commencé où? Boko Haram a commencé vers une frontière là-bas. Boko Haram avance tous les jours. Avance tous les jours. Alors jusqu'ici, ils sont après Boko Haram, nous avons quelques villages. Hein. Après Boko Haram, nous avons la crise anglophone qui est là. Cette crise anglophone se déporte déjà. Pendant que les militaires vont là-bas, elle se déporte à l'Assemblée, au Parlement. Elle se déporte au Parlement. Alors si vous continuez à croire que le Cameroun va très bien, moi j'ai peur pour la nation de demain. Le Cameroun va très très mal. Sur quoi fondez-vous votre peur? C'est peut-être la question que je voudrais vous poser. Avait-on eu Boko Haram un jour au Cameroun? Nous avons toujours été un havre de paix. Un havre de paix. Aujourd'hui, vous avez des évêques qui sont assassinés. Vous avez un parlement qui brûle. Ça vous dit rien? Vous connaissez les évêques assassinés, Monsieur le Président? Un abbé est assassiné. Au-delà de ça, ce matin encore, je lisais, là, je regardais Canal 2. Une fille qui a été égorgée. C'est tous les jours. La nation va très mal. Elle va très très mal. Vous deviez peut-être regarder également LTM, hein, parce que la nation se porte parfois très bien si vous suivez l'information sur la télévision du monde. Je voudrais vous adresser cette question et peut-être que vous évitez de répondre à ma question. J'ignore pourquoi. Pourquoi pensez-vous que la transition démocratique n'est pas assurée au Cameroun? Non, ça, je ne vous ai pas dit que la transition démocratique n'est pas assurée. Moi, je suis certain. Pourquoi pensez-vous que l'après-Biya n'est pas assurée? On a une constitution qui existe et les textes sont suffisamment clairs sur cette question. Pourquoi vous en faites parfois l'objet de réflexion? Ne me prêtez surtout pas de mots. Hein. Alors, moi, j'ai dit que je suis pour une transition pacifique d'abord. Et si je me lève aujourd'hui, je ne me lève pas pour rien. Je me lève parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une transition pacifique. D'autres veulent forcément brûler le Cameroun. Mais je ne suis pas de cela. Et je pense qu'il faut aller vers les élections. Et je suis candidat à ces élections. Au-delà d'être candidat, j'ai moi-même ma propre base en Balmayo, base dans laquelle je serai moi-même d'abord. Je vais conduire toutes les listes, municipales, législatives, sénatoriales et présidentielles. Le moment venu, c'est sûr qu'on en parlera largement. Et je vous assure que c'est le moment venu, Monsieur le Président Gouet, vous seriez sur ce plateau et cette fois-là, ce sera vraiment un peu plus houleux que vous ne l'imaginez puisqu'on parlera de votre offre politique. J'aimerais, avec la permission de la réalisation, vous proposer le dernier axe de notre phase d'échange ce soir. Il s'agit quand même de la diffusion de quelques images que je vous invite à commenter si le réalisateur nous le permet. D'abord, la première image, je crois qu'on pourra la voir très rapidement. Alors là, je suis en mission invité par le gouvernement français, donc avec les opérateurs économiques français. À quelle occasion? Là, je suis en France, j'avais mis à l'époque une société, donc en tant qu'homme d'affaires. Et j'étais également directeur export, directeur à l'international à la Confédération générale des PME-PMI de France. Donc à cette occasion-là aussi. Prochaine image. Là, c'était à l'école de guerre en France. Vous y étiez faire quoi, Monsieur le Président? Un homme politique, en principe, vous savez, il faut
Je pense que on ne se lève pas par hasard pour faire de la politique. Vous voulez faire de la politique, vous devez en principe être formé. Vous devez avoir des connaissances dans plusieurs domaines de la politique. Hein. J'aspire à être président de la République demain. Donc, le patron, le chef suprême des armées, il faut tout au moins avoir des notions dans ce corps-là. Prochaine image. Là, c'était en Suisse. C'était à on sortait d'une réunion à l'ONU, au siège. Prochaine image. Là, vous le connaissez très bien, l'ancien Premier ministre Emmanuel Valls. Comment l'avez-vous rencontré? C'est aussi ça un homme politique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez être un homme politique, je pense que on ne s'élève pas du jour au lendemain pour dire que je veux être un homme politique. Il faut avoir ses réseaux, il faut avoir... il faut en principe aujourd'hui discuter autour d'une table avec les Blancs. Je pense qu'on pourra discuter d'égal à égal. Parce que les connaissant également leur culture, ayant vécu chez eux, je pense que demain, en principe, on pourra, surtout la France, on ne peut en aucun cas renier les relations que nous avons, les relations historiques que nous avons avec la France, mais il est question aujourd'hui de revoir carrément ces relations-là pour permettre au peuple africain de vivre mieux demain. Très bien. Prochaine image. Là, c'est avec le président de la Chambre de commerce de Paris qui a fait le 3e pouvoir de France. Nous poursuivons avec les images. Ça, c'est mon idole. Hein. C'est mon idole. C'est en fait, c'est l'homme qui m'inspire en politique. Je viens en politique comme lui et je voudrais partir en politique comme lui. Sauf que lui, il est sorti d'une prison pour s'ériger à la tête d'un État aujourd'hui. Oui, il a été en prison. Vous avez fait la prison, monsieur le président? Moi, j'ai fait aussi, vous savez, j'ai été combattu. Je suis né un peu, vous savez, lorsque je suis né, ce jour-là, les militaires français apprennent que le fils de l'activiste qu'ils recherchent vient de naître à Métède. Ils prennent chemin pour Métède. Quand ils arrivent là-bas, l'UPC bien informé, on est venu chercher ma maman. Quand on vient la chercher, les militaires français arrivent là-bas, ils trouvent que cette dame est partie. On met la maman dans le train démarre tout de suite. Quand elle s'assoit dans ce train-là, elle donne l'enfant à la dame qui était assise en face d'elle. Et chemin faisant, on stoppe le train. À l'intérieur, on rentre, on fouille, on trouve cette dame assise avec le bébé que j'étais à l'époque. On prend la dame, les militaires français prennent la dame, ils descendent avec et je pars. Donc, la guerre commence le premier jour, le combat de M. Gouet le premier jour. Et j'ai jamais été tranquille depuis. Prochaine image. Je suis commandeur de la Légion d'honneur, fait par le président de la République. Une autre image, cette fois-ci. Là, c'est qui? Monsieur Sylvestre Ngouching. Oui, alors lui, j'ai... C'est l'image qui m'intéresse le plus parmi toutes ces images. C'est l'image. Bon, j'ai créé Congelcam à l'époque. Et c'est lui qui a Congelcam aujourd'hui. Il achetait du poisson chez moi. Il achetait des produits congelés chez moi. Et à l'époque, vous savez, on a mis le contingentement sur les produits congelés. J'ai jeté l'éponge. Et puis, quelques années plus tard, il a repris la dénomination Congelcam. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a acheté... quel rapport aujourd'hui? Vous regardez en chien de faïence? Non, pas du tout. Mon rôle aussi, c'est celui-là. Hein. Mon rôle est d'éclairer. C'est ça le rôle d'un leader. Vous montrez des exemples, vous montrez le chemin. Et les autres foncent là-dedans. Ils font de l'argent. Moi, je mourrai certainement pauvre.
est-ce que je mourrai ce jour-là dans ma tombe seule, sans argent, sans rien du tout. Vous voyez, donc aujourd'hui, je suis heureux de voir en fait que partout où je suis passé, ceux-là qui m'ont suivi sont devenus des milliardaires. Et demain, en principe, si j'aspire à être président de la République, c'est de donner à tous les Camerounais leurs droits et de les voir heureux demain. En partant dans ma tombe, quand je me retourne, que je dise que j'ai posé des actes pour cette nation-là. Donc le combat dans lequel je m'engage aujourd'hui, c'est un combat qui est sincère. Et j'irai jusqu'au bout. Très bien. Parlons un tout petit peu de l'homme. De quoi vit aujourd'hui M. Ngouet? De la politique, il paraît que ça ne nourrit pas son homme. Mais de toute façon, vous savez, un homme politique est un homme qui choisit faire des sacrifices. Moi, j'ai été un homme d'affaires. L'année dernière, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai créé l'Okigouet là-bas. Donc, je décide aujourd'hui de servir un peuple, de me sacrifier, de tout sacrifier pour le peuple. C'est un engagement et c'est un choix que j'ai fait. Et j'irai jusqu'au bout. J'aimerais qu'on dise un mot sur vos préférences en termes d'art culinaire. Vous êtes de Babimbi, vous l'aviez vous-même dit à l'orée de ce programme. Vous avez des choix spécifiques en matière de cuisine? Non, je mange. Ce midi, là, j'ai mangé le coq. Midi, j'ai mangé le coq. J'aime bien le coq, j'aime bien le ndolé. Et puis, il y a aussi le taro que j'aime bien. Mais à côté de ça, il y a aussi le mets. Ma fille sait très bien le faire là. Le mets anglophone là. Le héros, voilà. J'aime bien le héros aussi. Mais sinon, je mange tout. Vous avez réussi à vous adapter depuis votre retour au véritable Cameroun? Vous qui avez vécu longtemps de l'autre côté, vous avez réussi à vous adapter facilement? Vous avez toujours déphasé quelquefois? On ne peut être bien que je sois. Moi, je suis toujours parti. Et je n'ai jamais mis, depuis Belle Lurette, je n'ai plus jamais mis plus d'1 mois dehors, plus de 2 semaines dehors. Je suis bien chez moi au Cameroun. Et je mourrai camerounais. Je suis rentré en France en 1979. Et jusqu'ici, je suis résident français, avec une carte de séjour de 10 ans. Mais j'ai jamais voulu changer de nationalité, je le ferai jamais. J'ai été découragé plusieurs fois, je suis parti. Mais je suis toujours revenu. Et j'ai dit, un patriote ne meurt que chez lui. Donc je me sens très bien au Cameroun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis qu'il faut se battre pour ceux-là, qui en fait sont des sans-voix. Et mon combat, c'est pour le peuple. Et je mourrai camerounais. Je suis très fier et bien au Cameroun. Très bien. Vous avez parlé de Mandela comme votre icône, comme votre modèle, comme votre idole. J'aimerais justement que l'on termine notre phase d'échange avec peut-être l'image que vous gardez de l'homme qu'il était. Et comment est-ce qu'il a pu vous inspirer en politique? Vous savez, un homme qui sort de prison, qui prend le pouvoir et qui fait de son mieux pour unir non seulement ceux-là qui l'ont opprimé hier et ses frères. Et ensuite il s'en va. C'est ce que je souhaite faire. Beaucoup, quand ils m'entendent parler du président Paul Biya, beaucoup m'en veulent. Ils disent non monsieur, il ne faut jamais parler de lui. Mais c'est un homme que je respecte. Et demain, je souhaiterais en principe qu'on ne touche jamais un de ses cheveux si je suis président demain. Je protégerai tous les Camerounais, en commençant d'abord par lui, et ensuite tous les autres Camerounais. Parler de plus en plus je voudrais, PC, hein. Non, moi j'aspire à être président demain. Et ce qui est certain, aujourd'hui, je pense qu'il faut voir, après le gouvernement du président Biya, il y aura après M. Ngouet. Si jamais. Ça va se passer comme ça. Non seulement, vous savez, l'histoire, nos ancêtres... Vous semblez très optimiste. Nos ancêtres l'ont prévu. Depuis 2000, je vais vous dire une chose, depuis 2000, je ne me suis jamais levé comme je me suis levé là. Depuis 2000, je sais qu'en fait, après le président Biya,
Monsieur Ngouet, il y a des gens qui se lèvent depuis 35 ans. Hein. Le président Biya poursuit son chemin tranquillement. Vous savez, ça ne vous a pas échappé, ça, non? Vous savez, depuis 35 ans, c'est vrai, mais on veut les voir, ces gens-là. Vous savez, moi, je suis sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, je suis sur le terrain. Sur le terrain, battu à plat de couture. Oui, mais moi, vous savez, non seulement j'arrive au moment où la nation a besoin d'un homme. C'est le peuple qui réclame quelqu'un aujourd'hui. Voilà, le peuple réclame quelqu'un aujourd'hui. Le monde entier réclame quelqu'un de nouveau. Même dans chacune des cuisines, aussi bien des membres du RDPC que dans chaque famille camerounaise, les gens se disent, au fait, est-ce que le président va nous montrer quelqu'un? Est-ce qu'il va se représenter? Chacun se pose la question. Au sein de cette formation, c'est plutôt le discours d'une nouvelle candidature qui fait l'actualité. Non, il va forcément se présenter, et je sais qu'il va se présenter. Et il va probablement gagner. Vous en êtes certainement sûr. Gagner, je pense que c'est un homme qui est sage, c'est un homme qui est très intelligent pour permettre que notre peuple vive demain, qu'il vive de ses droits. Je pense que le président... Vous savez aussi que c'est un homme de droit. Je pense qu'il devrait plutôt encourager une candidature, celle d'un homme qui peut rassembler tous les Camerounais, qui peut donner la place à tous les Camerounais, qui peut donner la place non seulement, qui peut protéger tous les Camerounais et qui peut, en principe, ramener la paix, aussi bien du côté des anglophones que du côté du nord-ouest. Parce que nous aimons tous cette nation-là. Et la voir se brûler tel que c'est parti, ça va être difficile. Donc, moi, je vous dirai exactement mon sentiment. Si le président, je souhaite qu'il se présente et qu'il m'aide à gagner cette élection-là. Voilà. Je vous le dis, qu'il m'aide à la gagner. Parce que s'il gagne cette élection... Vous êtes dans un rêve absolu. Hein? Oui, on est dans un rêve, c'est vrai. Mais je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Parce que là aussi, vous savez, le visionnaire est celui qui porte une lumière à l'intérieur, qui la voit, et les autres verront seulement la réalité après. Ce qui va se passer... Vous êtes en train de parler comme un prophète. Ce qui va risquer de se passer... Vous êtes dans les prophéties maintenant. Ce qui va risquer de se passer, vous savez, parce qu'en fait, aussi bien Boko Haram, la crise anglophone, peut-être que d'ici avant l'élection présidentielle, il va peut-être naître d'autres foyers de tension. Et tous ces foyers de tension, en principe, ont un seul objectif, une alternance. Et cette alternance-là, si elle n'est pas pacifique par une personne comme moi, en principe, demain, beaucoup de personnes au Cameroun vont forcément terminer la course à la haine. Je suis souvent un petit peu surpris par ce discours sur l'alternance, Monsieur le Président. De quelle alternance s'agit-il? De quoi on va aux élections. On va aux élections. Est-ce que les textes ne sont pas suffisamment clairs sur cette question d'alternance? Nous irons aux élections. Nous irons aux élections. Et en principe, le meilleur devra gagner. Vous voyez? Le meilleur devra gagner. Président Ngouet, est-ce que la loi n'est pas suffisamment claire sur la question de l'alternance? Pourquoi ça fait débat? Là, je ne comprends pas votre question. Je vais même développer ma question si vous voulez. En cas de vacances définitives, le président du Sénat assure... Il n'y aura pas de vacances parce que non, nous irons aux je suis en élections. train de prendre des cas de figure parce que vous parlez tout le temps d'alternance. J'ai du mal à comprendre cela, ce discours, encore que la Constitution prévoit que le chef de l'État peut se présenter N fois. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. En cas de vacances, la loi a prévu des dispositions pour que tout se passe bien. Je ne comprends pas cette alternance que vous évoquez et que vous appelez parfois... Et si demain on va aux élections, je gagne l'élection, aucune autre personne gagne l'élection. C'est pas une alternance. Vous savez qu'en face, vous avez un challenger très coriace. Hein? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, même les partenaires de ce challenger très coriace-là, beaucoup aujourd'hui veulent qu'on passe à autre chose. Moi, je suis sur le terrain. Je fais les 10 régions du Cameroun, à la rencontre des Camerounais. Je vous dis, je vous invite d'ailleurs à venir samedi prochain à Balmayo, vous allez voir vous-même. On a fait une première étape, la caravane à Izeka, et nous allons faire les 10 régions du Cameroun. Au mois de janvier, nous serons à Maroua également, où à peu près 10 000 personnes nous attendent là-bas. Donc, après Maroua, ça va être Bafoussam, ça va être le Noun, ainsi de suite. Donc, nous sommes sur le terrain. Et le peuple, nous le rencontrons tous les jours. Nous l'écoutons tous les jours. On marche avec ce peuple tous les jours. Nous savons, vous et moi, que le Cameroun voudrait passer à autre chose.
Et la page, ça c'est vous qui le dites, Monsieur le Président. La page, nous allons la tourner en 2018. C'est vous qui l'affirmez. En tout cas, merci d'être venu dans le cadre de cette livraison de l'émission Un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du Monde. Je rappelle que vous êtes Jean-Blaise Gouet. Je préfère peut-être qu'on reste sur l'homme politique, parce qu'on a beaucoup plus parlé de politique que d'économie, et c'était d'ailleurs fait à dessein. Vous êtes le président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation ce mardi. Merci Yves. C'est tout pour cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du Monde. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention. J'aurai visiblement et sans doute le privilège de vous retrouver mardi prochain avec un autre invité. Bien le bonsoir.